politique, dirigeant du Forum voor de Democratie, du Forum pour la démocratie, est historien, juriste et essayiste néerlandais. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, merci pour m'avoir invité. Et tout d'abord, merci à vous d'évoquer la situation politique aux Pays-Bas avec la volonté de vous exprimer en français. Merci. Je vais donner mon meilleur. C'est pas ma langue naturelle, ma langue maternelle, mais je l'ai appris un peu. Donc, merci pour cette attention. La consonance de votre nom, Thierry Baudet, est toute française. On dit que votre famille a été française jusqu'au règne de Napoléon. Oui. Fake news ou pas? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que j'avais l'impression que j'avais un devoir d'apprendre la langue de mes parents en arrière, mes ancêtres. Mon ancêtre hollandais, le premier pour être venu aux Pays-Bas, le premier Baudet aux Pays-Bas, il s'appelait Pierre, c'était un mathématicien. Il est venu aux Pays-Bas pendant les années 1794-95 pour enseigner des enfants des élites hollandaises qui parlaient français couramment pendant cet âge, en mathématiques et aussi en français. Donc, je viens d'une famille des professeurs, des enseignes. Et aux Pays-Bas, on vous reproche ce nom français, à consonance française? Oui, c'est très difficile en fait pour les Hollandais de prononcer Thierry dans une manière française. Donc ils disent souvent Terry ou Thierry. C'est pas aussi français que le nom indique. Alors le Forum pour la démocratie dont vous êtes député dispose de plusieurs sièges oui. à la chambre basse du Parlement des Pays-Bas, le Tweede Kamer, la chambre basse. Est-ce que vous avez souhaité rejoindre la coalition gouvernementale de droite, libérale, oui. patriote, conservatrice, qui a été formée lors des élections législatives? C'était en novembre 2023. Oui, peut-être il faut que j'explique un peu le système électoral aux Pays-Bas. Nous avons un système de représentation à la proportionnelle. Oui, à la proportionnelle, oui, c'est ça, exactement. Donc, nous avons beaucoup de partis. Aussi des partis plus petits, et à cause de ça, c'est toujours nécessaire de former une coalition. Et c'est un processus un peu difficile, et aussi personne ne soit jamais très content avec le compromis. Donc la question est justifiée, je pense. Pourquoi ne pas joindre cette coalition? Pourquoi choisir de prendre l'opposition? C'est ça ce que nous avons pris avec notre parti. Et le plus important pour nous était que les positions que Wilders, en fait, a négociées ne sont sur aucun point fondamental contre la politique d'aujourd'hui. Donc, il a dit qu'il n'est plus pour le Nexit. Pas de Nexit non plus. Nous voulons un Nexit comme un Frexit, comme le Brexit, tout ça. Il accepte qu'il y a un problème climatique avec le carbone. Il accepte que nous faisons la guerre en Ukraine. Le gouvernement tous les partis-là étaient pour les lockdowns et le Covid et tout ça dont j'ai écrit un livre. On va en reparler. Il ne veut pas introduire des référendums ou la renouvellation de l'institution démocratique. Ils vont rien faire pour rouvrir l'Internet et battre contre la censure, les tabous, les discussions qui ne sont pas possibles sur la télévision, sur l'Internet, tout ça. Donc, sur aucun point, vraiment, nous voyons une alternative ou un changement. Idéologiquement, nous n'avons rien à voir avec le gouvernement qui est formé. Alors, Thierry Baudet, Geert Wilders, il représente une droite populiste. Il a remporté les élections législatives et il a choisi comme Premier ministre Dick Schoof. Oui, ça aussi, ça explique mon point, exactement, mon point de vue. Dick Schoof, c'était un homme du service secret. C'est l'ancien, effectivement, chef du service secret néerlandais, mais c'est un homme de compromis. Et est-ce que, c'est là la question, est-ce que l'on n'est pas obligé, à un moment donné, pour diriger un pays, d'aller à un compromis? C'est ça, une très bonne question. Moi, je pense que nous avons tout d'abord besoin, en Europe et aux Pays-Bas, à une opposition fondamentale. Parce que sinon,
au niveau des idées, si nous n'exprimons pas des idées fondamentales, comme sur la nationalité, l'identité nationale, la souveraineté, la guerre, le Covid, tout ça, la climatologie, la mythologie de changement climatique, il n'y a personne qui le dise. Donc, je préfère être dans l'opposition, donner la critique fondamentale et comme ça changer lentement une nouvelle génération qui va se battre, qui va changer les choses. Je pense que comme ça, je suis beaucoup plus efficace que dans un gouvernement avec un tout petit peu de pouvoir, mais effectivement sans rien changer. Il y a quelques jours, la coalition gouvernementale de Geert Wilders et de Dick Schoof a présenté son programme électoral. C'était il y a quelques jours. Oui. On a surtout retenu en Europe la volonté de sortir de la politique d'asile et d'immigration européenne. Est-ce que cette loi d'urgence qui a été présentée par le ministre de l'Asile et de la Migration, Marjolaine Faber, est-ce que c'est une bonne chose? Marjolaine Faber, qui était très dure sur les questions d'immigration. Oui, en principe, je le soutiens. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est que le PVV, donc sa partie, ne veut plus sortir de l'Europe. Donc, ils ont ils ont perdu leur possibilité de faire une négociation avec l'Union européenne. Sinon, on pourrait toujours dire, si l'Union européenne n'accepte pas notre proposition, on va organiser un référendum sur un exit ou pas. Vous voyez, il n'y a pas de fallback position, il n'y a pas de plan B dans la négociation. Donc ça va le faire extrêmement dur pour Marjolaine Faber pour introduire cette loi d'urgence. Mais on a toujours dit, je suis en support, je l'aime bien, je voudrais bien limiter radicalement, rigoureusement l'immigration. Le deuxième critique que j'ai... la loi d'urgence ? Pardon ? Vous voteriez cette loi d'urgence ? Oui, nous supportons, oui, absolument. Mais la deuxième chose, c'est que avec uniquement limiter l'immigration, on fait rien, on change rien. Le problème en Europe, dans nos pays, c'est que nous avons déjà eu 40 ans, 50 ans d'immigration de masse. Donc, on a besoin, dans tous nos pays, à une politique de rémigration. On a besoin d'aider des gens qui sont venus, deuxième génération, troisième génération, de revenir, de râler, de retourner à leur pays d'origine. Ça peut aller dans une manière très amicale, c'est pas une proposition très dure ou très négative, mais c'est une proposition, ça ne marche pas pour eux, ça ne marche pas pour nous. Séparons dans une manière amicalement et on peut aussi financer ça parce que même troisième, même quatrième, même cinquième génération d'immigrés d'Afrique ou Moyen-Orient nous coûte beaucoup plus que 50 000 ou 100 000 même euros par an. Donc, et cette deuxième part d'une politique pour sauver la nation est absolument tabou pour le PVV, pour la partie de Geert Wilders. Il ne veut absolument pas parler de rémigration non plus. Donc, limiter l'immigration sans vouloir sortir de l'Union européenne, c'est pas possible vraiment. Deuxièmement, pas vouloir limiter l'immigration sans parler de rémigration, ça sert à rien. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces chiffres 2022 ? Plus de 400 000 personnes ont émigré aux Pays-Bas. C'était quasiment le double de l'année précédente, 2021. Ce sont les chiffres que vous avez ? Oui, nous avons eu des nombres très élevés, mais ce n'est pas tellement différent qu'en France, qu'en Allemagne, Italie. Tous nos pays européens sont inondés avec des immigrés. Et le problème, et ça c'est le point fondamental à faire, le problème ne se résout pas. L'intégration n'existe pas, ou en tout cas, ça n'existe pas sur des nombres que nous avons eus. Ça ne marche pas. Donc, il faut
trouver une solution dans la forme de rémigration. Marjane Faber demande à Bruxelles une dérogation afin de durcir cette politique d'asile. Est-ce que, en fait, vous considérez qu'il faut totalement rompre purement et simplement avec les règles et les accords européens? C'est le Nexit, mais cette notion de dérogation, c'est quelque chose que vous n'appréciez pas? Est-ce que vous souhaitez quand même qu'il y ait cette dérogation, que ça aboutisse, ou est-ce que vous pensez qu'il faut rompre avec l'Union européenne définitivement? Moi, je préférerais rompre totalement avec l'Union européenne. Je pense que l'euro, le monnaie, c'est un désastre. Je pense que la politique étrangère, c'est un désastre. Je pense que la bureaucratie européenne, c'est un désastre. Le marché interne, c'est un désastre parce que ça fait impossible pour nous d'avoir nos propres contacts avec les autres pays du monde. Et pour les Pays-Bas, on a besoin des autres traités, des autres deals avec le tiers-monde que la France. Donc on a besoin de nos propres politiques étrangères, commerciales. Et aussi sur le plan d'immigration, c'est un désastre. Donc l'Union européenne, pour moi, c'est l'institution le plus anti-européen possible. Et moi, je voudrais quitter avec l'Union européenne demain, si c'était possible, ou hier, en fait. Quand vous dites Nexit, quand on dit en France Frexit, quand on dit en Grande-Bretagne Brexit, on s'aperçoit que ce soit en France ou en Nouvelle... en République tchèque, on peut dire check-out. Check-out. Mais à chaque fois, que ce soit en France ou aux Pays-Bas, on s'aperçoit que même si ce sentiment est partagé par beaucoup de nos concitoyens, électoralement parlant, il n'est pas porteur. Oui, c'est vrai. Comment vous expliquez ça? Les médias ont joué un rôle très important sur la formation d'une peur entre le grand public, entre les masses. Ils ont dit que sans l'Union européenne, la France va commencer la guerre avec les Pays-Bas. Sinon, on va avoir la pauvreté. Sinon, à l'Union européenne, nos entreprises ne puissent plus survivre. Et tout ça est aussi supporté par les universités, les professeurs aux universités, les politiciens le disent. Donc il y a une culture vraiment des gens d'autorité, des personnes en public qui le disent. Et je pense que nous sommes, je pense que moi et nos mouvements sont des révolutionnaires de demain. Et ça a pris Voltaire 40 ans, 50 ans pour préparer les esprits pour un changement de la politique française. Et donc, nous sommes maintenant dans un même stadium comparable de ça. Thierry Baudet, la presse française, mainstream, classique, vous présente comme une personnalité polémique. Je vous donne la liste des noms vous définissant en France. Accrochez-vous. Je suis prêt. Dandy, controversé, populiste, nationaliste, extrémiste, souverainiste, complotiste. Et quel est le terme qui vous définit le mieux? Moi, je me ressens un Européen. C'est ça comme je pense que je voudrais bien être compris par les générations qui suivent. Un Européen, et ça veut dire aussi les nations, parce que l'Europe, c'est la nation, c'est les nations ensemble, le concert de l'Europe. Et ce que j'ai voulu faire pendant ma vie, c'est de défendre cette culture européenne que nous avons héritée avec sa liberté. C'est pour ça que je me suis combattu comme seul représenté dans l'Europe, seul membre d'un parlement en Europe contre les mesures totalitaires de Covid. C'est pour ça que je me bats contre l'immigration. C'est évident, ça détruit l'Europe, ce que nous sommes. C'est aussi pour ça que je suis contre l'architecture moderne, parce que j'adore les villes d'Europe, cette architecture concentrique qui est tellement typique pour l'Europe, que nous perdons à cause des horreurs de l'architecture moderne. C'est aussi pour ça que je suis contre l'Union européenne, parce que l'Union européenne est faite dans l'esprit américain, qui veut faire de notre continent tellement différent que le continent américain une sorte de États-Unis en Europe. Et ça
ça ne comprend rien de notre tradition, de notre identité, de notre culture. Et c'est ça ce que j'ai voulu défendre pendant toute ma vie, et je vais continuer avec cette bataille pour plusieurs années, pour le long que j'ai. Vous avez subi de très nombreuses campagnes de calomnie, voire même de persécution. Vous avez été agressé à Rent, à Gand, oui, en Flandre, en Belgique, en octobre 2023, blessé lors d'une réunion publique à Groningen, Pays-Bas, en novembre 2023, blessé gravement. Une action des Antifas, cette fois-ci. Comment expliquez-vous cette haine et cette violence? Est-ce que ça se réduit au fait que vous étiez contre le Covid dans un ouvrage, d'ailleurs, je vous invite à lire, un ouvrage en anglais et qui s'intitule « La conspiration du Covid ». C'est chez amsterdambooks.com. Amsterdam comme la ville, books comme les livres en anglais, amsterdambooks.com. Vous pourrez procurer, c'est un livre qui est en anglais, qui n'est pas encore traduit en France. Pourquoi cette violence? Pourquoi cette haine? Oui, la première explication, c'est la peur dont j'ai déjà parlé. Je pense que beaucoup d'hommes voient le mainstream, les médias mainstream, et ils pensent que quelqu'un comme moi va poser un danger pour leur manière de vivre. C'est ça, la démonisation dans les médias, dans la politique mainstream, qu'ils disent des trucs très négatifs, et les hommes, oui, ça fait faire en colère les gens. Donc ça explique premièrement. Deuxièmement, c'est peut-être plus subtil, mais il y a une recherche pour identité pendant la jeunesse. J'ai beaucoup de suivants entre les jeunes. 28% des jeunes voteraient pour moi s'ils avaient 18 ans. Donc, pendant les écoles, il y a vraiment... les jeunes cherchent leur identité. L'identité n'est plus donnée à eux par leurs parents, par les institutions. Ils n'apprennent pas souvent la grande histoire des Pays-Bas, plutôt que toute dans notre histoire était terrible. Je suis sûr que le même existe en France. Nous avons besoin de nous excuser pour notre passé et tout ça. Donc, qu'est-ce que les jeunes ont? Qu'est-ce qu'ils ont pour d'être fiers? Quelle identité est-ce qu'ils ont donnée par les institutions, par leurs parents et tout ça? Donc, il y a un groupe de jeunes qui me suivent, qui sont aussi fiers de notre pays, qui veut une sorte de une renaissance de notre grande histoire et tout ça. Mais il y a aussi une partie de la jeunesse qui se définit contre tout ça. Et ils vont se battre. Donc ils prennent, et c'est vrai que c'était des jeunes qui m'ont battu, qui m'ont fait des blessures. Ils se définissent comme transgender, tout ça, comme anticolonialiste, antinationaliste, pro-Ukraine, pro-OTAN, contre moi, contre les conservateurs. Il veut avoir une identité. Et cette identité est formée maintenant, malheureusement, à l'absence d'une tradition véritable, vitale, le long la haine. Quand vous avez été blessé à Groningen, c'est lors d'une réunion publique, et c'est par traîtrise en fait, que vous êtes attaqué par un jeune. Vous avez reçu le soutien de la classe politique, le Premier ministre, oui, je crois, qui était M. Rutte, qui avait soutenu... Oui, bien sûr, oui. Nous avons une culture de... Oui, Rutte m'a appelé immédiatement pour me soutenir, oui. Et ce jeune était mineur? Oui, mineur, 17 ans. Il est en prison, il est à l'école? Je pense qu'il a eu 2 semaines de prison. Pas trop, hein? Mais je serai les téléspectateurs juges. Une des explications actuelles du harcèlement médiatique, de la diabolisation politique dont vous êtes l'objet, et peut-être, j'ai cherché votre positionnement en faveur de la paix. Et c'est vrai qu'on vous dit proche des thèses du président russe, Vladimir Poutine, on vous reproche même des propos évoquant Vladimir Poutine
en héros dans la lutte contre ce qu'il perçoit comme une hégémonie mondialiste. Est-ce que déjà vous avez tenu ces propos-là? Et deuxièmement, la question la plus intéressante, c'est comment on peut aboutir à la paix, de votre point de vue? Ouais. Oui, j'ai dit ça. Je pense que la guerre en Ukraine est un désastre pour l'Europe. Et surtout pour l'Europe. Aussi, évidemment, pour le peuple ukrainien et le monde entier, mais surtout pour l'Europe. Parce que nous sommes proprement comprises, nous pouvons être un pont, une connexion entre l'Amérique et la Russie. C'est pour ça que moi, je voulais bien voir et comprendre notre continent, notre civilisation. Et maintenant, nous sommes pressés, cassés, détruits par cette bataille entre les deux géants, les deux grands pouvoirs à l'ouest et en est. Et l'Ukraine, pour moi, c'est le champ de bataille de cette destruction de notre existence, de l'Europe. Et ce que je voulais, évidemment, c'est une paix, c'est un compromis. L'Est de l'Ukraine pour la Russie, l'Ouest pour neutre ou avec l'Union européenne, ça c'est pas très important, mais on a absolument besoin de cesser de cette bataille des 100 000 d'Européennes qui vont se tuer là, et aussi ça coûte toute notre économie, toute notre position dans la politique globale, parce que ce que nous avons fait avec cette guerre provoquée absolument 100% par les États-Unis et l'OTAN agresseur, ce que nous avons fait, c'est un isolement total de l'Europe vis-à-vis le monde BRICS. Donc Brésil, Russie, Inde, Chinois, aussi plusieurs pays dans le monde arabe. Nous avons perdu notre position totalement. Nous sommes réduits dans un statut presque irrélevant, et c'est nous-mêmes qui l'a fait. C'est les États-Unis qui l'ont fait pour nous. Et c'est vraiment triste, vraiment très triste de voir tous les dirigeants des pays européens juste faire exactement ce que les Américains veulent. Et surtout, en France, j'avais espéré trouver une tradition un peu indépendante vis-à-vis de l'Amérique, mais avec votre président Macron, maintenant, je vois l'opposé, je pourrais dire. Oui. Thierry Baudet, vous avez parlé de la France à l'instant et du président Macron, président actuel. Vous êtes actuellement vous-même en France. Et quel regard vous portez sur la vie politique de notre pays? Est-ce que vous avez vous avez suivi les élections en France? Oui, bien sûr. Quel est le regard que vous portez général sur la France? Ce que j'aime bien et ce que je trouve une chose de bien, c'est que les Français ont voté pas majoritairement, mais en grand nombre pour des partis patriotes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes les propositions de Marine Le Pen, mais je le trouve une chose bonne qu'il y a beaucoup de Français qui sont bien conscients que l'immigration et les conséquences de cela ne peuvent pas continuer comme ça. Je suis allié avec mon propre parti, avec le parti d'Éric Zemmour, dont j'ai lu ses livres, Destin français, Suicide française. Je suis d'accord avec les points les plus importants de son parti. Et donc, j'espère de pouvoir revenir plus souvent en France pour soutenir des mouvements nationalistes, patriotes, et aussi européens, parce que pour moi, c'est la même chose. On ne peut pas isoler le nationalisme européen de se sentir européen dans un cas plus général, mais aussi battre l'Union européenne comme institution pas
très européenne, mais plutôt américaine ou bureaucratique. Donc, oui, comme vous avez entendu, mon français, c'est toujours un peu désordonné, mais je vais encore améliorer pour pouvoir revenir plus souvent et être en conversation avec votre pays, parce que je suis un francophile, j'adore la France, j'adore la langue, et oui, je suis j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour faire devenir un succès cette liaison que nous avons faite avec l'AfD, Alternative für Deutschland. On travaille avec eux, on travaille avec des partis en Pologne, en Bulgarie, en Hongrois, Italie et tout ça. Ils ont vraiment besoin d'une conscience européenne pour défendre les nations européennes. C'est ça ce que je voudrais bien dire. Merci beaucoup Thierry Baudet. Une nouvelle fois, merci de vous être exprimé en français. Quand vous reviendrez, j'essaierai de faire des efforts en néerlandais. C'est promis, c'est promis. Merci beaucoup en tout cas. Bon séjour en France et bon retour à Amsterdam.